Bonjour à chacune et chacun. Bienvenue à ce lancement du séminaire de lancement du réseau Solifood Waste. Solifood Waste, c'est un réseau qui réunit des acteurs de l'économie circulaire, mais aussi des acteurs handi-solidaires. L'objectif du réseau, l'objectif de la journée, c'est de mettre en évidence l'enjeu du développement durable avec les enjeux de l'économie circulaire et d'autre part les enjeux du social, d'une économie à finalité sociale où les personnes en situation de handicap auraient toute leur place. Et donc, l'enjeu de ce réseau, c'est de pouvoir réunir ceux qui veulent travailler sur les enjeux de l'économie circulaire, tout en mettant au travail des personnes en situation de handicap. Alors, cela permet de mettre en évidence le modèle social européen, les politiques européennes en la matière. Donc, on parle bien entendu de la politique du Green Deal, des politiques de l'économie circulaire qui sont lancées en 2020, le plan d'action pour l'économie sociale qui va être mis en évidence dans 6 mois, le plan décennal pour les personnes en situation de handicap qui est sorti la semaine passée. Donc, il y a un ensemble de politiques européennes, sans oublier aussi le socle européen des droits sociaux, dont l'actualisation a eu lieu il y a quelques jours. Donc, toutes ces politiques européennes nous centrent sur l'enjeu de la lutte contre le gaspillage alimentaire et le gaspillage alimentaire au travers d'une réutilisation des surplus, des déchets pour les transformer en nouveaux produits alimentaires par le travail des personnes en situation de handicap. Donc, un croisement de deux enjeux fondamentaux pour l'Europe, pour la France, pour la Belgique, pour l'Italie, pour l'Espagne, pour l'ensemble des pays européens. Et donc, nous nous sommes réunis dans un projet financé par le programme LIFE européen, une série d'acteurs européens du handicap et de lutte contre le gaspillage alimentaire, avec sous la houlette de HTS qui sera présenté par son président Damien Demort tout à l'heure, par la fondation ARFI, le réseau ARFI, qui sera, dont le représentant Federico Camporesi parlera dans la table ronde, la première table ronde, mais aussi donc, pour la solidarité que je représente pour le moment et qui sera représentée par Marie Schuller et Théo Burati tout à l'heure, mes excellents collègues. Aussi l'ETA Travi bruxellois qui sera là tout à l'heure, la faculté polytechnique d'Angers et des acteurs espagnols et luxembourgeois membres du réseau ARFI. Donc, un partenariat important pour un double enjeu. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter l'enjeu au travers du gaspillage alimentaire, de la lutte contre le gaspillage alimentaire et contre l'exclusion des personnes en situation de handicap, avec une première table ronde présentée par Sylvie Mazet, qui va prendre la parole dans un instant et qui aura comme orateur, et j'ai dit Sylvie, c'est Louise Mazet, excuse-moi Louise, de HTS, qui sera la modératrice d'une table ronde sur l'enjeu du gaspillage alimentaire, avec Rob Reinhardt, responsable du Coduco, qui se présentera dans un instant, et Federico Camporesi, dont j'ai déjà parlé. Il y aura ensuite une table ronde sur l'économie circulaire qui devient handi-solidaire, avec Damien Demort et Théo Burati. Et enfin, nous présenterons une charte que nous vous appelons d'ores et déjà à signer, qui sera la mise en évidence du travail effectué dans le cadre de ce projet
sur l'économie circulaire qui devient Andi solidaire au travers de cette charte. Merci à chacune et chacun de contribuer à ce double enjeu et je cède la parole immédiatement à Louise Mazet. Merci. Merci Denis, aucun problème pour le prénom, il n'y a pas de souci. Merci pour ce mot d'introduction de notre webinaire autour de l'économie circulaire et Andi solidaire. Donc nous allons pouvoir effectivement lancer la première discussion, la première table ronde. J'aimerais peut-être tout d'abord parler de 2 chiffres assez marquants pour introduire cette première table ronde. Donc le premier, c'est 88 millions de tonnes d'aliments. C'est le chiffre de ce qui finit dans nos poubelles chaque année en Europe. Et ensuite, 48,7%. Donc c'est le taux moyen d'activité des personnes en situation de handicap contre 72,5% pour les personnes dites valides. Donc, comme l'a très bien expliqué Denis, à travers ces 2 données chiffrées, on peut se rendre compte aujourd'hui que lutte contre le gaspillage alimentaire et inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap sont 2 défis européens majeurs. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on accueille 2 experts qui vont pouvoir contextualiser ces enjeux cruciaux. Donc Rob Reynards, directeur de chez Coduco, expert de la lutte contre le gaspillage alimentaire, et Federico Comporesi, où je le dis moins bien que Denis, mais qui est net coordinateur de chez Airfi et expert de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Donc chacun des 2 intervenants va pouvoir dans un premier temps adresser ces enjeux. En tout cas, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Le but, c'est qu'on puisse rebondir sur ces questions et que les intervenants différents puissent y répondre dans un second temps. Donc, on va pouvoir commencer déjà par vous, Rob. Bonjour, et si vous pouvez vous présenter les activités de Coduco et ensuite nous parler d'alimentation durable, de recyclage alimentaire. Merci, bonjour, je m'appelle Rob Reynards, je suis le directeur de Coduco, qui est une petite entreprise de consultance qui est très active dans le domaine d'alimentation durable. On accompagne entre autres des cantines, on a créé un label pour des cantines, mais un de nos axes principaux, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire. Je vais vous vite faire un petit aperçu du gaspillage alimentaire pour terminer avec quelques questions ou quelques éléments clés dans la lutte contre ce gaspillage alimentaire. Je pense que tout le monde est un peu au courant des chiffres et les chiffres fluctuent fortement parce que c'est très difficile de mesurer exactement le gaspillage alimentaire. Mais on voit que pour la plupart des catégories de produits, on est entre 20 et 45% de gaspillage. Quand on parle de gaspillage, on prend en compte tous les chiffres. Et donc, c'est ça parfois qui est compliqué à comprendre. Ce n'est pas uniquement les produits qui reviennent des supermarchés, c'est aussi des produits qui sont non récoltés sur les champs, c'est des produits qui se trouvent au sein des criées, ultra frais, prêts à vendre, que personne ne veut acheter et qui restent dans les criées. Donc, on a plein de différentes sources d'invendus. Et quand on les met tous ensemble dans des chiffres comme ça, je pense que ce n'est pas la meilleure stratégie. Il faut vraiment regarder mais quels sont les types d'invendus qui sont encore utilisables et qui peuvent être soit donnés, soit transformés pour qu'ils vont être destinés à la consommation humaine ou éventuellement, dans un deuxième temps, dans la consommation animalière. J'ai mis quelques chiffres de mon entreprise et ça, c'est les demandes que moi je reçois régulièrement. Un producteur de pommes de terre qui jette 50 à 100 tonnes par semaine, donc on parle des quantités monstrueuses. Un supermarché qui jette 400 à 500 tonnes de légumes par an. Une criée qui a 10 000 tonnes de légumes ultra frais par an qui sont jetés, et une entreprise qui a plusieurs dizaines de kilos de mélasse. Et bizarrement, dans les 4 exemples que je vous montre, c'est que le dernier qui a trouvé une solution. Et quand on regarde les exemples, ce n'est pas logique, parce que les criées 10 000 tonnes de légumes
ultra frais, c'est énorme, c'est facile, c'est disponible à un hub où on peut facilement venir chercher les produits. Par contre, on ne trouve pas de manière pour les transformer. Le dernier exemple, qui est un produit quand même assez difficile à traiter, c'est les déchets d'une usine à sucre. Pour ce déchet-là, on a déjà depuis 40, 50 ans une solution. On a construit une usine à côté pour faire l'acide citrique. Et pourquoi est-ce que je vous raconte ça? C'est parce qu'on est dans un autre esprit. Il y a 50 ans, on essayait de récupérer au maximum tout ce qu'on produisait. Actuellement, on est plus dans une économie linéaire où on produit et on prend en compte le gaspillage alimentaire comme une perte. C'est une perte financière et c'est tout. On ne voit même plus le potentiel. Et c'est ça qui est dommage parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de solutions pour la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et pour ça, je vais vous raconter un peu l'historique du gaspillage alimentaire. Parce que quand on voit à gauche, c'est la situation actuelle. On jette un peu tout parce qu'on n'a pas de solution et on le considère comme une perte financière. À droite, c'est les premières pertes qu'on a vues au moment que l'humanité a commencé à faire de l'agriculture. On cultivait des raisins, on avait énormément de raisins, on mangeait pendant un mois que des raisins, et à la fin, on restait quand même encore avec des raisins qu'on n'avait pas de solution. Et finalement, on a commencé à transformer ces aliments. Et c'est tous des produits que nous, on considère actuellement comme normaux. C'est tous des produits qui sont inventés il y a plusieurs milliers d'années. Le yaourt pour récupérer le lait, le vin, comme j'ai déjà dit, pour récupérer les raisins, la bière pour récupérer les différents types de blé, tout ce qui est fruits secs, à multiples endroits on le trouve, très facile à faire, très bon et avec une très longue durée de conservation. La confiture, le poisson, le chou blanc, la choucroute, on pense peut-être que ça vient de l'Alsace, mais c'était inventé en Chine. Et mon exemple préféré, le chuno, ça vient de Bolivie. On enterre les pommes de terre et comme ça, on peut les conserver pendant des mois et des mois. Donc, on a différentes techniques de conservation qu'on a développées au moment qu'on avait un énorme surplus, c'est au moment qu'on a commencé à faire de l'agriculture. Et ça nous a donné des superbes nouveaux produits. Et je pense que c'est ça notre objectif, c'est de créer une deuxième vague de nouveaux produits à base des flux d'invendus. Parce qu'il y a énormément de flux. De ces flux, il y a une bonne partie des flux qui sont disponibles, qui sont utilisables pour la transformation. Et donc maintenant, c'est à nous de développer des nouveaux produits. On va voir quelques exemples plus loin dans les slides, mais je vais d'abord présenter ce que nous, on a développé. Et on n'est qu'une toute petite entreprise, on est surtout actif à Bruxelles ou Belgique, Luxembourg, et il y a plein d'autres entreprises qui font la même chose. Donc, il faut vous réaliser que c'est une toute petite partie de la lutte contre le gaspillage alimentaire, que le potentiel est beaucoup plus grand de ce que je vous présente ici. Ce que nous, on a fait les dernières 5 années, c'est qu'on a créé une bière à base de vieux pain. C'était la première bière à base de vieux pain depuis l'époque égyptienne. Donc, on a développé ça avec un brasseur, comme au début un peu un gadget, un test. Ça a eu tellement de succès que maintenant, il y a plein de différents types de bières à base de vieux pain sur le marché. Et ça marche. C'est vraiment une excellente manière de récupérer votre vieux pain. On a fait la soupe pour les écoles, pour les organisations sociales. C'est vraiment le grand classique des récupérations des invendus. Mais après, on est allé un peu plus loin. Actuellement, on est en train de faire des glaces à base des invendus de fruits avec un très bon glacier ici à Bruxelles. On travaille sur une boisson non alcoolisée à base de la drèche de bière. On a vu plusieurs autres projets autour de la drèche de bière où on allait sécher pour faire des biscuits, etc.
on trouvait que c'était difficile de sécher un produit qui contient quand même des grandes quantités d'eau. Ça demande énormément d'énergie. Et donc, on est allé à la recherche d'une autre solution et on est venu avec une boisson qui va probablement être mise sur le marché fin de l'année. Et on travaille actuellement sur un mapping d'invendus des produits biologiques pour pouvoir travailler avec ces flux-là. Et je vous explique un peu plus tard dans la présentation pourquoi on a fait un mapping des produits bio et pas un mapping des produits classiques. Et peut-être, si vous êtes intéressé, votre futur projet peut être sur mes slides prochainement parce qu'on continue à développer des nouveaux produits et des nouvelles idées. Alors, ça, c'est un peu ce que nous, on fait, mais il y a plein d'autres projets qui se développent. Comme j'ai déjà dit, il y avait la bière à base de vieux pain à gauche. En bas, vous voyez la bière qu'on a développée à Bruxelles. Jamie Oliver a créé sa propre bière en Angleterre. Et entre-temps, à Bruxelles, il y a un boulanger-brasseur, si je peux l'appeler comme ça. C'est donc une entreprise qui fait et de la bière et des pains non vendus. Il transforme de nouveau en bière. Et la drèche de la bière est utilisée pour faire le pain. Donc, c'est vraiment une entreprise circulaire où on a besoin de pas mal de main-d'œuvre pour sécher la drèche, pour produire la bière et pour continuer à faire fonctionner l'entreprise. Donc, c'est une excellente idée et on voit que 5 ans après une idée un peu fou de créer une bière, on a maintenant des entreprises qui font uniquement ça et qui sont économiquement rendables. Un autre exemple qui malheureusement n'existe plus, mais que je trouvais une excellente idée, et à mon avis, c'était juste un peu trop tôt sur le marché, il faisait des insectes à base des invendus. Et ici, vous voyez la combinaison d'un insecte avec un petit bout de chocolat. Malheureusement, avec entre autres la crise Covid et des autres soucis, l'entreprise s'est mise en faillite, mais moi je suis convaincu que faire des insectes, ça reste une très bonne idée pour le futur. Je pense que ça, c'est un exemple, vous connaissez aussi entre-temps, on utilise la mare de café pour faire pousser des champignons. Il existe multiples variantes de ce type de récupération des invendus et c'est aussi une très bonne manière pour stimuler l'économie circulaire. Les soupes à base d'invendus, on a de plus en plus de projets comme celle-là. On voit aussi en Belgique que les supermarchés commencent à s'y mettre. On a eu le cas de Colruyt, qui est un des plus grands supermarchés qui a commencé il y a 3 ans à mettre de la soupe à base des invendus sur le marché. Entre-temps, un autre grand concurrent, Delhaize, a fait la même chose avec ses propres invendus. Donc, même des grosses entreprises, ils cherchent à retransformer leurs invendus pour lesquels ils ont besoin de main-d'œuvre. Et donc, je pense, comme c'était déjà dit à l'introduction, c'est vraiment un secteur où on peut combiner les énormes quantités d'invendus avec la création d'emplois pour des personnes handicapées. Au niveau de vieux pain, on peut faire des crackers, on peut même récupérer le pain via un crumbler pour faire des biscuits. Donc, il y a de nombreux exemples de produits déjà sur le marché. Et ce qui est, à mon avis, le plus important, c'est que le début. Il y a plein d'autres projets qui vont se développer, il y a plein d'autres produits qui vont être mis sur le marché. Et je pense que dans 10 ans, on va vraiment pouvoir parler d'une deuxième vague de lutte contre le gaspillage alimentaire avec plein de nouveaux produits qui seront développés et qui vont devenir courants, qu'on va trouver dans les supermarchés et que dans 20-30 ans, les gens vont même plus se réaliser que c'est un produit à base des invendus. Alors, pour terminer, ce qui est quand même important, c'est qu'il y a certaines conditions pour qu'un projet à base de récupération peut réussir et on va pouvoir en discuter dans les 45 minutes qui suivent. Mais je pense que ces conditions, c'est quand même important de les mentionner. Le premier, c'est qu'on a besoin d'une main-d'œuvre locale et c'est vraiment en faveur du secteur des personnes qui travaillent avec des personnes handicapées, en faveur du secteur de l'économie sociale, parce que c'est souvent des produits
qu'on ne peut plus transporter. Ils sont proches de leur fin de vie et donc la transformation doit se faire de manière locale. Donc c'est vraiment une excellente opportunité pour le secteur de l'économie sociale. Un deuxième point clé, c'est la créativité. On ne peut pas tous faire de la soupe. Si on fait que de la soupe, on va boire soupe matin, midi et soir. Ça n'aura aucun sens. Et donc, il faut venir avec des projets qui sont un peu plus poussés, qui sont peut-être un peu plus difficiles à développer, à mettre en place, mais qui vont convaincre des autres consommateurs d'acheter des produits à base des invendus. Une troisième condition pour la réussite est difficilement réalisable par nous-mêmes, mais qui va avoir un énorme impact, c'est si on arrive à augmenter le prix pour la collecte des déchets et surtout les déchets organiques. Parce qu'actuellement, ces prix sont trop bas, qui fait en sorte que les entreprises n'ont aucun stimulus économique de commencer à transformer leurs invendus. C'est simplement plus facile de les jeter et ça coûte quasi rien. Donc, dès qu'on va augmenter le prix pour la collecte des déchets, on va voir tout de suite beaucoup plus de projets de transformation et de lutte contre le gaspillage alimentaire. D'abord, le bio. Je vous ai dit que je travaille sur un projet de mapping des invendus pour le secteur biologique. Et en gros, c'est très logique parce que le temps de transformation ou le travail qui est nécessaire pour transformer des fraises bio ou des fraises non bio en confiture, elle met. Sauf que la confiture bio se vend à un prix plus élevé que la confiture classique. Donc, si vous voulez avoir un produit ou un projet rentable, en premier lieu, ce sera logique de vous tourner vers les produits qui sont issus de l'agriculture biologique. Donc, si vous trouvez des flux dans ce secteur-là, c'est déjà un grand plus pour votre projet. Et un cinquième point, c'est qu'on doit rendre visibles les flux des invendus. On commence à le faire de plus en plus. Je reçois de plus en plus de demandes des entreprises qui disent « on a un énorme flux d'invendus, qu'est-ce qu'on peut faire avec ?» Mais malheureusement, il y a toujours encore des entreprises qui ont des produits de haute qualité, qui sont parfaits pour la transformation, mais qui ont peur de dire qu'ils gaspillent, qui ont peur pour leur image et qui préfèrent de jeter ces produits. Et donc ça, c'est vraiment dommage parce que rendre visibles ces flux d'invendus va créer la possibilité de commencer à les transformer, va donner la possibilité de trouver des solutions créatifs et va permettre même à ces entreprises de récupérer une partie de leurs pertes parce qu'ils vont pouvoir vendre leurs invendus. Et donc, si on arrive à convaincre ces entreprises via la mise en place des filières de transformation des invendus et de lutte contre le gaspillage alimentaire, je pense que cette filière-là peut convaincre les entreprises de donner encore plus ou de revendre et rendre visible beaucoup plus leur flux d'invendus. Voilà, ça comme toute petite introduction, je vais m'arrêter ici. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant de prendre vos questions et d'en discuter dans un deuxième temps. Mais maintenant, je vais repasser la parole à Louise. Merci beaucoup Rob pour cette présentation, cette mise en contexte et la présentation de ces différentes initiatives de valorisation d'invendus. Maintenant, on va pouvoir accueillir Federico, donc de chez Arfi, expert de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Encore une fois, avant que tu commences, Federico, n'hésitez surtout pas à poser des questions. Après la présentation de Federico, on a un petit temps justement d'échange auquel Rob et Federico vont pouvoir répondre à vos questions. Donc, n'hésitez surtout pas. Voilà, bonjour Louise, bonjour Denis et bonjour à tout le monde. Merci pour cette opportunité. Et je vais lancer ma présentation et présenter notre réseau, nos activités, quelques mots sur la question de l'emploi des personnes en situation de handicap et finalement vous présenter quelques bonnes pratiques qui viennent de notre réseau. Alors, je me permets, excusez-moi, voilà.
Oh, je m'excuse, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Pardonnez-moi. Bref, ARFI, c'est un réseau européen des partenaires d'organisations, centres de recherche, prestataires de services pour personnes en situation de handicap. On est guidé par certaines valeurs qui, depuis le début, ont guidé l'activité de notre réseau, dont la conviction que toutes les personnes en situation de handicap doivent rester acteurs de leur vie et de leur avenir, que l'intégration sociale des personnes en situation de handicap améliore la qualité de vie de tous citoyens. Donc, c'est un impact sur la société en général. Et puis que seulement des professionnels compétents, formés, qualifiés, peuvent fournir des réponses adéquates et aux besoins des personnes en situation de handicap. Ces valeurs ont guidé l'action d'ARFI et la guident au présent et dans toutes nos activités qui sont liées à favoriser les échanges entre nos adhérents pour pouvoir échanger toutes les bonnes pratiques qui sont développées dans les différents contextes. Développer des projets européens pour l'élaboration et les tests d'approches innovantes dans l'organisation des services pour personnes en situation de handicap. Je cite toujours la coproduction. On a développé plusieurs projets sur le concept de coproduction dans l'organisation des services. Maintenant, la coproduction, c'est un élément qui a été adopté dans les statuts de plusieurs de nos adhérents qui ont été impliqués dans les projets. L'amélioration de l'accompagnement social et pour les personnes en situation de handicap et finalement favoriser l'insertion professionnelle dans le marché du travail. ARFI compte plus ou moins une quarantaine d'adhérents de 13 pays européens plus la Suisse. Et nous travaillons également avec plusieurs réseaux européens, et en particulier EDF, l'European Disability Forum, le Forum européen des personnes en situation de handicap, dont on est adhérent. Et en tant que membre ordinaire, nous participons à toutes leurs activités et on essaie de participer avec eux et à partager leurs activités avec notre réseau et amener à EDF les instances qui viennent de notre réseau. En ce qui concerne plus directement l'emploi des personnes en situation de handicap, ici, il faut être clair. C'est encore loin d'être une réalité. Les personnes en situation de handicap, on compte plus ou moins 100 millions de personnes qui ont un handicap en Europe. Mais même si le droit au travail est bien consacré dans la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes en situation de handicap, au niveau européen, seulement les 50%, presque les 51% des personnes en situation de handicap ont un emploi. Un emploi qui souvent est mi-temps, qui souvent est précaire. Et donc, c'est encore difficile de pouvoir garantir l'accès au marché du travail, ce qui est un aspect crucial pour l'inclusion économique et sociale des personnes handicapées. Il faut être aussi conscient que souvent, l'accès à l'emploi est si difficile parce que beaucoup de personnes bénéficient d'une allocation d'invalidité qu'ils risquent de perdre s'ils commencent une activité sur le marché du travail. Et donc, ici, le risque de benefit trap et qui peut amener aussi à l'exclusion sociale. Au niveau européen, on a plusieurs outils. Bon, bref, d'abord, la Convention des Nations Unies et son article 27. On a une stratégie européenne pour les personnes en situation de handicap qui vient d'être adoptée, la deuxième. Le socle européen des droits sociaux, cité aussi par Denis, son principe numéro 17. Et finalement, la directive 78-2000. L'article 27 de la Convention des Nations Unies
qui est un peu là, les compasses de toutes les politiques et de toutes les activités pour les personnes en situation de handicap, reconnaît les droits au travail libre et accessible pour les personnes en situation de handicap, les droits de gagner leur vie et d'accepter ou de choisir librement un travail sur le marché libre. Il y a quelques jours, l'Union européenne s'est dotée d'une nouvelle stratégie européenne pour les personnes en situation de handicap. Une stratégie qui suit celui 2010-2020 et qui couvrira les prochaines 10 années. Une stratégie qui essaye de guider l'action des institutions et des États membres dans les politiques sociales pour personnes en situation de handicap et qui a l'accès au marché, l'accès au travail, l'accès à la participation économique des personnes en situation de handicap entre les aspects cruciaux. Et il faut reconnaître aussi le socle européen des droits sociaux qui reconnaît la participation au marché du travail des personnes en situation de handicap et favoriser leur participation à la société. Mais si tout cela est la partie un peu plus générale, un peu plus de direction, au niveau concret, le cadre juridique européen a été adopté avec la directive 2078, qui a exactement mis en place un cadre général en faveur de l'égalité de traitement des personnes sur le marché du travail pour éviter discrimination fondée sur le handicap, l'orientation sexuelle, la religion ou les convictions ou l'âge. Ce sont des instruments juridiques, ce sont des instruments qui sont reconnus au niveau européen, même au niveau international et par tous les États membres. Mais finalement, il faut aller sur le terrain si on veut voir les bonnes pratiques, des bonnes pratiques qui cherchent de donner application aux règles en matière de droits pour personnes en situation de handicap et qui montrent les types de soutien qui est nécessaire pour favoriser l'accès au marché du travail et qui trouvent beaucoup d'activités qui jouent un rôle important sur le plan de l'économie circulaire. Je me permets donc de citer quelques exemples qui viennent des adhérents de notre réseau. En commençant par la fondation APEM, Association pour des parents des enfants mentalement handicapés, qui depuis 1967 au Luxembourg gère plusieurs activités qui sont connues comme ateliers protégés et en offrant des opportunités d'emploi rémunérées aux personnes en situation de handicap, qui sont liées aussi à des mesures d'accompagnement tout au long de la vie et avec des services d'orientation. Toujours au Luxembourg, ici quelques images. On a les Tricentenaires qui a aussi développé une bière à partir des invendus de pain. Et c'est une très bonne bière qui s'appelle Circulaire. Les groupes Tricentenaires gèrent plusieurs activités, pas seulement la bière. La bière, c'est la plus innovante, la plus récente et qui donnera suite à une microbrasserie basée au Luxembourg, dont il y a un très bel projet déjà, qui sera prêt d'ici à 2 ans. Mais aussi développer une production de chocolat et liée à un bar à chocolat où il y a une implication forte des personnes en situation de handicap dans la production et dans la vente. Et on se rend en Espagne, dans la province de Manresa, où la fondation AMPANS, qui gère plusieurs services, dont une école et plusieurs productions agricoles, mais aussi des fromages et des vins, gère aussi un restaurant Canonge qui s'inspire au principe de l'économie circulaire. Donc, on trouve plusieurs produits qui viennent de la région et qui aident à leur production.
et qui emploie personnes en situation de handicap. Fondation Ampans, qui nous a introduit il y a quelques années la fondation Amadip Ensment, basée sur l'île de Majorque, qui gère aussi plusieurs services, dont une école professionnelle, plusieurs productions agricoles, produits agricoles, mais aussi les vins, l'huile, qui sont servis dans leurs 5 restaurants sur l'île de Majorque, où tout le personnel tout le personnel est composé de personnes en situation de handicap. Et finalement, on va dans la région de Bologne, où la coopérative Open Group, membre du réseau des Legacoop Sociali Emilia-Romagna, gère aussi plusieurs services, et dont un restaurant, mais aussi a mis en place, en collaboration avec l'initiative Last Minute Market, un système de récupération des invendus alimentaires, des invendus qui sont proches de l'expiration liée au magasin Coop Alliance 3.0. Bref, ma présentation, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on fait, quelques enjeux liés à l'emploi et des bonnes pratiques qui viennent de notre réseau. Pour dire quoi? Pour dire simplement que l'économie circulaire, c'est un élément qui permet aux prestataires de services, c'est quelque chose qui inspire les prestataires de services, qui sont souvent des coopératives ou des associations ou des fondations qui appartiennent à l'économie sociale et solidaire, à expérimenter et organiser l'emploi autour d'activités qui sont susceptibles d'avoir un impact sur la société plus en général. Donc, la dimension de leur opération les rend plus sensibles à une transition vers des approches qui s'inspirent à l'économie circulaire. Économie circulaire qui est historiquement liée à l'économie sociale et solidaire et qui permet de développer de nouvelles activités, aussi dans les contextes liés aux services pour personnes en situation de handicap, qui visent à augmenter l'efficacité de l'utilisation des ressources et à diminuer notre impact sur la société. Et qui ont besoin, comme a été expliqué juste avant moi, de main-d'œuvre locale, de main-d'œuvre qui peut trouver justement un bassin dans l'emploi pour les personnes en situation de handicap. Un emploi qui est absolument efficace et qui participe avec plaisir à des activités qui ont un impact positif sur la société en général. Merci et bon, je suis là pour toutes autres questions et participer à la discussion. Merci beaucoup, Federico. Donc c'est bien, ça nous laisse quand même un petit temps supplémentaire pour pouvoir continuer d'échanger et de répondre à plusieurs questions. Là, j'ai une première question à vous poser, donc après je vous laisserai Federico ou Rob décider qui prend la parole, qui répond à cette question. Donc j'ai une première question. Pensez-vous que les filières de lutte contre le gaspillage pourront aussi bénéficier de dispositifs d'emploi accompagnés? Donc qu'est-ce qui peut être mis en place effectivement à ce niveau-là, au niveau légal ou au niveau dispositif? Rob ou... Comme tu veux. Tu peux... Ok, bon, je vais commencer, mais puis je te passe la parole. Mais bien sûr, ça dépend d'après, dans chaque pays, il n'y a pas une règle commune, il y a des règles différentes, similaires dans tous les pays, mais en général, il y a toujours des dispositifs qui favorisent ou qui essaient de favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc, après, je pense absolument que même les filières de lutte contre le gaspillage, la lutte contre le gaspillage,
à mon avis, et puis Rob il est plus expert que moi sur le sujet, il y a des questions légales à l'arrière. Je veux dire, ce n'est pas toujours évident de mettre en place des activités solides et sur le long terme. Donc, après, s'il y a des activités, des entreprises, des fondations, des coopératives, des associations qui s'occupent, qui mettent en place des activités pour la lutte contre le gaspillage alimentaire, bien sûr, ils peuvent disposer d'emplois accompagnés. Pour ma part, j'ai remarqué qu'il y a plusieurs organisations qui gèrent des services et dans la gestion des services essayent de mettre en place plusieurs activités. Ils ont commencé à mettre en place aussi des activités de lutte contre le gaspillage alimentaire. Après, ce n'est pas toujours évident parce que, comme je viens de dire, il y a des différences légales et surtout, par exemple, sur la récupération de l'inventaire alimentaire. Il y a dans certains pays, ce n'est pas permis, simplement. Je peux peut-être ajouter que je suis tout à fait d'accord qu'il faut des soutiens pour le secteur, mais vu qu'on est dans un projet de récupération des invendus, il y a souvent beaucoup d'autres sources de subsides qui sont disponibles pour le lancement d'un projet. Donc à Bruxelles, j'ai entre autres avec Travi écrit des dossiers de subsides pour la récupération de soupe où la région bruxelloise prend en charge une partie des investissements, qui prend en charge les frais personnels pour développer le test, pour développer le produit. Et donc, je pense que ça, c'est une bonne manière de fonctionner parce que l'objectif pour moi doit quand même être que le produit est rentable. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de sens de mettre un projet ou un produit sur le marché qui n'est pas rentable sur la longue durée. Bien sûr, avec une compensation pour le fait que vous travaillez avec des personnes handicapées, mais en général, dans la plupart des pays européens, il y a une compensation pour ça en place. Donc, je pense qu'il faut aller plus loin et regarder peut-être un peu plus loin que votre secteur habituel et aller vers aussi les autres sources de subsides qui sont des sources de subsides économie circulaire, environnement, qui vont être aussi prêts à vous subsidier. Comme j'ai dit, j'ai déjà travaillé avec Travi, mais ce n'est pas uniquement avec Travi. On fait des autres projets avec des entreprises de travail adapté, des entreprises d'économie sociale qui répondent à des appels à projets classiques pour subsidier leurs nouvelles activités. Et ça marche très, très bien aussi. Donc, je pense qu'il faut peut-être élargir la vision et aller chercher des subsides aussi à des autres endroits. Merci à tous les deux. Federico, j'ai une question qui t'est destinée. Est-ce que les structures membres d'ARFI choisissent-elles même de développer des activités d'économie circulaire ou est-ce que c'est quelque chose que vous promouvez au sein de votre réseau? Et comment est-ce que vous essayez en tant que réseau de mettre en évidence le lien entre développement durable et insertion professionnelle des personnes en situation de handicap? Alors, je réponds aussi à la question précédente. Si on a des adhérents en France, oui. On a des adhérents dans le nord de la France, à Brest, les Genêts d'Or, mais aussi dans le sud, les FRSS, un centre de formation. Plus des adhérents dans les Vosges et aussi plus des autres réseaux qui opèrent sur la France, comme les... et bref, pour la question... nos adhérents, notre rôle en tant que réseau, c'est de favoriser les échanges et faire des traits d'union entre la dimension locale, qui est très forte dans nos adhérents, et la dimension européenne. Et donc, nous, j'ai dit qu'on essaie de développer des projets européens. Donc, si on trouve que la question de la... de l'économie, des thématiques d'économie circulaire touchent l'intérêt de plusieurs adhérents, on essaie d'identifier un terrain commun d'action et d'identifier des projets, peut-être mettre en place des projets pour partager avec tous les réseaux ces activités.
Au présent, on a été impliqué en tant que réseau et on a impliqué certains de nos adhérents dans les projets Circulability et qui impliquent aussi pour la solidarité et qui a nous permis exactement d'impliquer deux des partenaires que je viens de mentionner, les Tricentenaires et la Fondation Ampans. Mais c'était justement parce que il y avait un intérêt vers les activités qu'ils gèrent. Après, récemment, j'ai découvert que la coopérative sociale Open Group a aussi mis en place un projet qui s'appelle Brutti ma Buoni de récupération des invendus alimentaires. Et donc, j'ai eu une confrontation avec eux. Ils m'ont dit, écoute, Federico, si on peut diffuser l'information et voir si d'autres adhérents du réseau travaillent déjà sur ce sujet et dans les cas, essayer de se rencontrer ou de développer une action au niveau européen. Donc, c'est un peu ça notre façon de travailler. Après, s'il y a plusieurs adhérents qui travaillent sur ce sujet, notre mission, c'est de promouvoir la chose au niveau européen. J'espère d'avoir répondu. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Enfin, je pense, en tout cas, pour ma part, c'était très clair. Il y a deux questions à suivre qui sont aussi très intéressantes. Alors, c'est vrai qu'on parle de personnes en situation de handicap, mais quel est le profil, en fait, de ces personnes en situation de handicap? Quel type de handicap pour ces initiatives, quel travail est-ce qu'ils peuvent effectuer? Est-ce que ça peut être adapté en fonction de leur handicap ou est-ce que justement il y a un recrutement assez spécifique en fonction du handicap de ces personnes et comment les recruter? Via quel type de structure? Je pense, je peux répondre. Non, il n'y a pas de limitation ou des critères ou des types. Il y a des prestataires de services qui occupent plusieurs personnes en situation de handicap. Donc, normalement, c'est plutôt des services pour personnes avec un handicap mental, psychique, ou des autres services qui sont plutôt orientés vers les personnes qui ont des handicaps physiques. Donc, et toujours, le travail s'est adapté, bien sûr, s'ils sont impliqués dans une activité de travail, ils travaillent selon leurs capacités, mais il n'y a jamais quelque chose, comment dire, des interdictions ou des demandes ou des discriminations, entre guillemets, passez-moi les mots. Donc, tous les je peux parler de nos adhérents, mais je pense que le discours est un peu plus général. Il y a toujours là, pour nos services, de la volonté d'impliquer dans le travail les personnes. Après, selon leurs capacités. Donc, il y a une adaptation selon leurs capacités, mais ça vient automatiquement du travail des personnes. Moi, personnellement, ce que j'ai visité, je n'ai jamais eu des... c'est même une adaptation plus liée à la réalité des choses que des plans faits à l'arrière ou très organisés. Donc, et ça marche très bien, honnêtement. Je ne sais pas si Rob a quelque chose à ajouter. Non, ce n'est pas vraiment la partie du travail de laquelle moi je m'occupe. Moi, je m'occupe plutôt des aspects techniques, le développement de produits. Mais quand je visite une entreprise comme Travi ou comme Atelier Hoteland à Bruxelles, je constate qu'il y a différentes tâches, comme Federico a expliqué, pour différentes personnes. Et donc, en général, on trouve pour les différentes personnes une tâche appropriée. Ça dépend aussi, bien sûr, du type de produit. La récupération du vieux pain est totalement différente que la récupération des fruits et des légumes. Donc, il y a toujours, en général, possibilité de trouver des tâches spécifiques pour un handicap spécifique. Je permets aussi d'ajouter que souvent, c'est
plutôt organiser les choses. Je veux dire, la récupération de pain, je prends comme exemple, s'organise, c'est fait d'une certaine manière. Donc, c'est apprendre la manière dont on récupère les pains. Et après, les personnes, ils travaillent dessus. C'est simplement ça. C'est juste avoir clair qu'il y a un processus sécurisé, accessible, donc qui permet d'y accéder physiquement ou avec des éléments de communication clairs, accessibles. Donc, c'est plutôt l'organisation du lieu de travail qui doit être adaptée, ou là, avoir la clarté du processus de travail ou des tâches qui doivent être, sur lesquelles les personnes doivent être impliquées. C'est ça l'important, plutôt que des critères établis à l'arrière sur le type de handicap ou pas. Merci. J'ai une nouvelle question aussi concernant les volumes cette fois. Les différentes initiatives que vous nous avez présentées tous les deux sont des initiatives sûrement à plus petite échelle ou en tout cas de manière assez artisanale. Donc on a une question concernant les volumes. Ne faut-il pas chercher des solutions plus structurelles ou en tout cas par exemple pour créer des soupes ou autres, avoir par exemple des légumeries qui pourraient traiter des plus gros volumes pour avoir sûrement une incidence plus élevée. Et ça sera la situation idéale, bien sûr. La grande difficulté, c'est quand on a des plus grands volumes, il faut aussi arriver à les vendre. Et pour ça, vous avez besoin de partenaires. Et je constate que quand il y a 5 ans, on commençait avec ce type de projet, on allait vers les supermarchés, la réponse était toujours oui, le produit doit être moins cher que le produit le moins cher qu'on vend. Actuellement, ce n'est plus le cas. Et donc, ils acceptent de vendre des produits à base des invendus à un prix correct, qui n'est pas nécessairement le prix le plus bas dans le marché. Et dès que vous avez un canal de vente pour des grands volumes, vous pouvez facilement mettre en place une filière qui va continuer à travailler pour la récupération et la transformation des invendus. Parce que le plus grand les volumes, le plus facile, c'est d'organiser le travail et d'avoir un flux constant des invendus. Donc, je suis tout à fait d'accord que ça doit se faire. Est-ce qu'on le fait? Oui, pour certains projets, ça marche déjà, pour des autres, moins. Et une deuxième chose, c'est que quand on a les gros volumes, il n'y a pas juste la vente qui est difficile, mais il y a aussi la transformation qui demande un peu plus d'investissement. Et donc, à ce moment, les investissements sont parfois un peu plus lourds à porter. Et pour répondre à la question de est-ce qu'on peut installer une légumerie, moi, je ne suis pas un énorme fan parce que ça va créer une étape intermédiaire. Et ça risque aussi de rester avec des stocks et ça demande beaucoup de travail, beaucoup de consommation plastique. Donc, je pense, si vous voulez installer une légumerie, c'est mieux d'aller vers un client du style Sodexo, Compass Group, qui ont besoin des légumes sous vide et qui seront prêts à les acheter pour introduire dans leur cantine. Donc, quand on travaille avec des invendus, l'idéal, c'est de limiter les étapes intermédiaires et donc d'aller directement vers un client parce qu'autrement, le risque est au sein de l'entreprise de travail adapté qui doit rester avec les stocks et tu dois essayer de vendre ces stocks et ce n'est pas toujours évident d'assumer ce risque. Donc, c'est plus facile si vous avez déjà un client final qui est prêt à acheter les différentes volumes. Je pense une autre question pour vous, Rob. On entend souvent parler de gaspillage alimentaire, d'invendus alimentaires et de produits impropres à la vente. Mais quelles sont les différences entre ces différentes catégories? Est-ce qu'il y a des produits d'une catégorie qui sont, entre guillemets, plus faciles à revaloriser que d'autres? Oui, mais là, je constate une grande contradiction au sein de la plupart des projets qui sont menés. Souvent, on commence un projet parce qu'on est dégoûté par un flux d'invendus.
on a fait pas mal de projets à base de pain parce qu'on constate qu'on jette beaucoup de pain. Ou on fait des projets avec des invendus, des supermarchés individuels parce qu'on est dégoûté qu'on retrouve dans les conteneurs des supermarchés pas mal d'invendus. Par contre, c'est les invendus le plus difficile à transformer. Il faut aller beaucoup plus haut dans la chaîne. Quand on va dans un centre de distribution d'une chaîne de supermarchés, les invendus qu'on a là sont des invendus qu'on peut facilement encore conserver plusieurs jours. Parce que pourquoi est-ce que c'est un invendu de la chaîne de supermarché? C'est parce qu'ils ont besoin de 2 jours avant que ça arrive dans le magasin, et dans le magasin, ils veulent encore les vendre pendant quelques jours. Donc, s'ils constatent que le produit va être périmé dans 3-4 jours, ça n'a déjà plus de valeur pour eux. Et à ce moment, ils vont donner. Donc, ça vous donne plus de temps pour la transformation. Si vous allez encore plus haut dans la chaîne, vous allez vers les fournisseurs des supermarchés. Eux, ils ont parfois des produits ultra frais parce qu'il y avait beaucoup de récoltes. Et je pense par exemple au Crier. On a eu énormément de récoltes de tomates, de brocolis, et il n'y a pas la demande. Et donc, la Crier reste avec ces produits-là. Ça, c'est des produits ultra frais qu'on peut facilement encore conserver 1 à 2 semaines et qui sont disponibles en grand volume au même endroit. Et donc, le plus haut qu'on va dans la chaîne, le plus facile ça devient pour trouver des gros volumes et des produits plus frais, ce qui va faciliter la transformation. La difficulté, c'est que ces flux d'invendus ne sont pas visibles. Et donc, il faut essayer de les rendre visibles parce que si on va travailler uniquement avec les invendus des supermarchés, on ne va pas pouvoir construire beaucoup de nouveaux projets parce que ce sont les invendus le plus proche à la péremption et le plus difficile à transformer. Donc, il faut changer de stratégie, il faut aller vers les invendus qui se trouvent encore dans la chaîne et qui sont beaucoup plus faciles du point de vue transformation, mais aussi du point de vue logistique. Parce que pour avoir les mêmes volumes, il faut juste aller à un centre logistique du supermarché ou de la Crier, au lieu d'aller vers 10, 15, 20 magasins différents. Donc oui, c'est très important de bien choisir sa source d'invendus pour pouvoir avoir des chances que votre projet va se réaliser. Donc effectivement, il y a différentes sources enfin différents acteurs auprès desquels on peut récupérer ces différents invendus. Est-ce qu'il y a un cadre légal qui diffère en fonction des pays en Europe justement pour récupérer ces invendus, par exemple auprès des grandes surfaces ou auprès directement des producteurs? Est-ce que c'est différent d'un pays à l'autre, d'un point de vue légal en tout cas? Mais du point de vue légal, tout dépend. Est-ce que les invendus sont donnés ou pas? Parce que souvent, on peut contourner toute législation en disant qu'on va payer 1 euro symbolique pour les produits. À ce moment, c'est une vente classique et les règles du marché s'appliquent. Si vous voulez vraiment les produits gratuits, à ce moment, il y a parfois, oui, des réglementations à prendre en compte, mais ce n'est pas vraiment un problème vu que c'est tellement facile à contourner. Ces produits, cette fois, on va de l'autre côté de la chaîne, ces produits handifabriqués, ils peuvent être ensuite distribués via quel type de canaux, en fait, via quelle structure, des GMS aussi, des épiceries ou autres? Quels sont les circuits de distribution de ces produits? Mais c'est les circuits de distribution classiques, mais comme j'ai dit, si vous disposez d'un canal de vente comme un supermarché, comme une entreprise de catering de grande taille, ça va vous faciliter la vie. Parce que le truc qui est compliqué dans les invendus, c'est que le flux va varier très fortement. Et donc, c'est parfois difficile de garantir une production stable. Et donc, si vous avez un client qui a d'un côté, vous comme client pour une partie de sa production, mais qui a encore des autres qui peut faire les mêmes produits, ça va vous faciliter la vie parce que vous n'allez pas recevoir la pression des clients qui vont vous dire « oui, mais on a besoin de autant de tonnes ou autant de kilos ». Donc,
Moi, je suis un grand fan d'essayer de travailler via des grands partenaires, des supermarchés, des entreprises de catering, etc. Une autre solution qui marche très bien, c'est créer sa propre marque, mais ça demande une énorme machine de com pour le mettre en place. Mais à ce moment, vous pouvez aussi, bien sûr, expliquer toute l'histoire derrière le produit. Et donc, ça a du sens, mais ça demande un grand budget et un grand effort au niveau communication. La dernière stratégie, c'est de vendre à son propre nom via des tout petits magasins. Mais ça, c'est beaucoup plus compliqué vu que vous allez avoir, surtout au début, pas une production très stable. Vous n'allez pas avoir une vente très stable et vous allez prendre un grand risque un risque commercial que vous allez rester avec le stock de produits. Donc, moi, j'ai tendance à dire soit aller vers un grand partenaire, soit vraiment essayer de combiner les efforts et créer sa propre marque, parce que des petits projets, ça a tendance à créer un gaspillage des produits, transformés du gaspillage alimentaire, ce qui n'est pas l'objectif, bien sûr. Vous nous avez présenté tous les deux différentes structures qui se sont lancées dans des activités de valorisation d'invendus alimentaires. Ce sont quel type de structures? Des associations, ce sont des entreprises? Quel type de structures peuvent se lancer dans la mise en place de ces initiatives? Est-ce qu'il y a des prérequis particuliers pour se lancer dans la mise en place de telles activités? C'est plus facile si vous êtes une entreprise de travail adapté ou une organisation non-profit. Pourquoi? Parce qu'à ce moment, les entreprises vont plutôt vous donner ou vous vendre à tout petit prix leurs invendus. Si vous êtes une entreprise, il y a une relation commerciale et vous allez probablement devoir payer un prix plus élevé pour pouvoir récupérer les invendus. Maintenant, tout dépend de votre business plan. Si vous avez un bon business plan et vous avez la possibilité de rémunérer l'entreprise qui va vous fournir les invendus, il n'y a pas de souci de le faire étant qu'une entreprise classique. Mais je pense que là, il y a quand même un grand avantage pour les entreprises de travail adapté, les entreprises d'économie sociale, qui ont ce volet social qui est souvent reconnu pour les entreprises qui veulent donner leurs invendus et qui va les stimuler à le faire. Donc, c'est quand même un avantage si vous êtes une entreprise qui est active dans le domaine social pour démarrer un projet avec des invendus. Mais ce n'est pas un prérequis. C'est possible aussi de le faire comme entreprise classique. Quelques exemples que j'ai montrés de Bruxelles sont notamment des entreprises classiques et qui ne sont pas des entreprises de travail adapté ni des entreprises d'économie sociale. Pour ma part, moi j'ai pu citer l'expérience de notre réseau. Ce sont toutes des organisations qui appartiennent au secteur de l'économie sociale et solidaire, qui a toujours plus facile parce qu'il y a d'un côté une forte connexion avec les concepts de responsabilité sociale et sociétale. Après, oui, bien sûr, ils peuvent être n'importe quel type de société, mais c'est vrai qu'une entreprise de l'économie sociale, souvent, il y a une dimension de participation qui est plus forte et qui donne plus facilement accès à des activités dans l'organisation de leurs services, par exemple, des activités qui ont un impact sur la société. Après, il faut aussi compter, on revient un peu à la question avant, la question de la structure, de la dimension. Pour notre part, moi, je peux citer nos exemples. On part toujours de petits projets de petits projets locaux, pardon, et qui, s'ils marchent bien, s'ils peuvent avoir en continuité, deviennent quelque chose de plus grand. Plus grand avec toujours des dimensions limitées
parce que la productivité est limitée, et justement, comme c'est du travail souvent adapté. Et après, si la dimension grandit encore, après, il faut des structures qui sont plutôt capables de gérer des services, des systèmes de récupération ou de transformation des grandes dimensions. Ça n'exclut pas absolument les entreprises de l'économie sociale parce que les coopératives sont bien sûr une mesure de pouvoir gérer. Mais c'est vrai qu'après, selon la dimension, ça change peut-être les nécessités. Il faut regarder à des différentes formes sociétales. Mais après, à mon avis, ça dépend toujours de la dimension de ce qu'on fait. Merci à tous les deux pour vos réponses. Je pense l'une des dernières questions. Donc merci pour ces excellents exposés. Et pour développer ce type d'activité, avez-vous des conseils en termes d'infrastructures minimales? Faut-il investir, par exemple, de manière importante dans des frigos, congélateurs pour assumer les impacts saisonniers? Ça va dépendre fortement d'un projet à l'autre. Je vais vous donner l'exemple de projet de glace sur lequel on travaille maintenant. On a les mangues et les ananas qui arrivent non-stop à Bruxelles où l'effet saison ne joue pas. Et on va aussi travailler avec, par exemple, des fraises. Et là, la saison joue très fortement. Et donc, ça veut dire pour les fraises, il faut qu'il y ait un stock parce qu'on va recevoir pendant 2 mois des fraises et après, on doit avoir assez de fraises pour faire la glace fraise toute l'année. Mais est-ce que le stock se trouve chez le transformateur ou est-ce que ça se trouve chez le glacier? Ça, c'est à discuter. Et donc, vous pouvez bien sûr le faire sans le stockage si votre client final est d'accord qu'il va stocker le produit. Au niveau des investissements pour la transformation, c'est un peu la même chose. Ça dépend d'un type de projet à l'autre. Quand je regarde les projets qu'on a faits, ce n'est pas des gros investissements. Il faut bien sûr avoir des éviers pour laver les produits, le matériel pour éplucher, couper, mixer et une machine pour mettre sous vide. Éventuellement, si vous allez vers des machines, des projets, par exemple de soupe, il faut une cellule de refroidissement rapide. Mais ce n'est pas des énormes investissements, surtout quand vous pouvez profiter d'espace de stockage de votre client final. Parce qu'autrement, si vous devez stocker les produits vous-même, à ce moment, ça risque de demander encore des investissements supplémentaires purement pour le stockage. Mais vu que vous êtes normalement actif dans la transformation, vous pouvez simplement dire que ce n'est pas votre métier et que c'est au client final de trouver une solution. Donc, je n'ai pas de réponse fixe, mais en général, les investissements ne sont pas énormes pour les projets de base. Si vous voulez aller vers des projets plus difficiles, on a aussi un projet de fermentation, à ce moment, oui. À ce moment, il faut investir dans une installation de fermentation et ça coûte un peu plus cher. Donc, voilà, ça dépend, mais pour les projets classiques de récupération et transformation des invendus, les investissements ne sont pas énormes. Je me permets d'ajouter, je confirme, pour ma part, mon expérience, c'est assez limitée par rapport à celui d'Europe sur le sujet. Je me permets de citer ce que j'ai remarqué par certaines activités de nos adhérents. C'est toujours une politique, on peut dire, des petits pas. On commence des petits projets. Comme par exemple, on voit qu'il y a beaucoup d'invendus de pain, donc on décide de récupérer les pains, essayer avec le support d'un brasseur extérieur de brasser une bière. Et donc, avec le support d'une brasserie belge, les luxembourgeoises très centenaires, a commencé à avoir une bière qui, au début, c'était la bière du centenaire. Petite production. Le projet a été bien... a eu un impact positif, donc ils ont décidé d'aller un peu plus loin. Donc, ça commence à avoir un investissement un peu plus loin, d'augmenter les volumes. Ils ont trouvé un nom pour la bière circulaire avec un brand
brand, c'est un grand mot, avec son logo et tout ça. Et maintenant, il y a le projet de microbrasserie où la bière sera après brassée et tout ça. Donc, c'est toujours les types d'investissements. Oui, c'est des petits projets. Alors, tout au début, ce n'est pas un investissement énorme peut-être, mais au fur et à mesure du succès du projet, l'investissement devient plus grand. Mais après, il faut aussi consulter des experts. Et ça, je l'ai remarqué dans tous les prestataires de services que je connais qui ont développé des projets similaires ou ils sont en train de les développer ont toujours ont aussi des consultants pour des questions spécifiques qui peuvent les guider si le projet devient plus grand. Et donc, mais c'est toujours des petits pas. Donc, ça dépend. Il n'y a pas une réponse valable pour tout le monde. Et donc peut-être juste une dernière remarque avant de pouvoir passer à la suite. Au travers des différents exemples, nous avons principalement vu ici des produits B2C, donc destinés au grand public, aux consommateurs. Avez-vous des exemples et benchmarks de développement en B2B où la valorisation est apportée plus en amont pour ensuite la reproposer aux industriels, donc traitant des volumes plus importants? C'est une très bonne question et pour le moment, j'ai qu'un exemple. On fait une étude pour produire de la soupe pour des écoles. Et là, le business plan montrait que c'était réalisable. On a fait l'étude pour une commune à Bruxelles. Mais le problème qu'on a sur le B2B et les plus grands volumes, c'est que les investissements doivent suivre. Et ça, c'est pas toujours facile parce que pour un produit consommateur, on peut se contenter des petits volumes et on peut être rentable. Et si on est rentable, on peut augmenter les volumes. Si on va tout de suite vers le B2B, on demande des gros volumes et ça demande des gros investissements. Et ça veut dire que le projet doit pouvoir continuer sur le long terme. Et là, souvent, il y a des discussions sur qui fait les investissements. Est-ce que c'est l'entreprise qui va transformer ou est-ce que c'est l'entreprise qui va recevoir les produits? Je sais de mes discussions avec des entreprises de catering qu'ils sont parfois très intéressés d'avoir des produits à base des invendus. Mais la grande discussion est, un, qui fait les investissements et deux, quel est le prix? Parce que dans le B2B, on joue quasi purement sur le prix. Et là, malheureusement, c'est pas facile si vous travaillez avec des invendus classiques d'aller en dessous du prix du marché. Et pour les invendus bio, c'est plus facile, mais là, les volumes d'invendus sont plus petits. Donc, voilà, le B2B, je pense que c'est possible pour certains produits. Et si vous avez une bonne relation avec l'entreprise qui va prendre vos invendus, mais si vous devez purement jouer sur le prix, malheureusement, actuellement, c'est compliqué. Et le B2B, moi, je vois surtout les secteurs des cantines. Et là, c'est la crise totale pour le moment avec le Covid. Et ils ne vont pas être prêts de payer même 2 centimes par kilo en plus parce qu'ils sont déjà dans des sérieux problèmes financiers. Donc, possible, oui, mais quand même un peu plus difficile. Eh bien, merci Rob et Federico, merci à tous les deux pour votre intervention et merci aux participants pour leurs différentes questions. Vous souhaitez Merci à vous. ajouter un petit quelque chose, Federico ou Rob, un petit mot de la fin, ou c'est tout pour vous? Je pense qu'il faut oser se lancer. Il y aura des appels à projets, des possibilités de subsidiation. Nous, on les écrit souvent pour l'entreprise de travail adapté. On les aide à introduire des dossiers. Ils nous engagent après pour faire le travail. Donc, il y a des possibilités. Il faut tester. Et quand vous allez recevoir des subsides pour faire un test, le risque est très limité. Et si l'activité marche, mais vous êtes parti pour plusieurs années parce que ça peut vraiment devenir une activité stable au sein de votre entreprise.
Pour moi, ce que Rob vient de dire, je le souscris aussi. Mais pour ma part, c'est plutôt, je remarque que souvent il y a la volonté de se lancer dans des projets, euh, par exemple de récupération alimentaire, mais c'est pas clair les cadres légaux, les protocoles, aussi pour la sécurité des personnes qui travaillent, aussi pour la sécurité en général. Je sais qu'une fois, j'ai parlé avec une organisation et ils se disaient, nous, on voudrait bien, on a même les possibilités, mais ici, c'est interdit pour le moment parce qu'on ne peut pas. Ils avaient commencé à récupérer des invendus de leur système de catering euh, pour les donner aux sans-abri et finalement, ils ne pouvaient pas, ils ont dû arrêter parce que certains moments, si quelque chose s'est passé à une personne, ils auraient été retenus responsables. Et donc, ce que je me dis, il faut clarifier les aspects, un cadre législatif plus clair peut-être. L'idéal, ce serait un cadre harmonisé au niveau européen, mais ça prend du temps pour permettre aux associations, aux organisations de l'économie sociale et solidaire de pouvoir travailler et se lancer dans des projets soit de récupération alimentaire, soit d'économie circulaire. Un grand merci encore à tous les deux pour vos interventions et pour les réponses aux questions qui ont été posées. Donc, on va pouvoir passer maintenant à la suite. On va pouvoir parler d'un autre beau projet, d'une autre belle initiative, donc le fameux projet Solifood Waste, un projet européen porté par un consortium de 7 partenaires, dont l'association Handicap, Travail, Solidarité, qui en est le leader et donc qui vise à développer de valorisation et de réduction de gaspillage alimentaire tout en créant de l'emploi pour les personnes en situation de handicap. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail, je vais laisser le président d'HTS, Damien Demort, présenter le projet Solifood West plus en détail. Damien, je te laisse la parole. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Super. Eh bien, merci beaucoup de participer à ce webinaire et puis merci pour la solidarité de l'avoir organisé. Je vais sans tarder partager mon écran, si tout fonctionne bien, pour pouvoir vous présenter donc le projet que nous portons effectivement en tant que leader d'un consortium qui s'appelle donc Solifood West. Est-ce que vous voyez correctement mon écran? Je suppose que oui. Quelqu'un peut-il me faire juste un retour pour me valider? Oui, on le voit bien. Ok, Ouais. super. Merci beaucoup. Donc, pour commencer, une petite introduction sur Handicap, Travail, Solidarité. Donc, Handicap, Travail, Solidarité, c'est une association qui est basée à Nantes, donc dans l'ouest de la France, dont la mission est de développer l'insertion des personnes en situation de handicap à travers 3 axes. Donc, un axe autour justement de cette création d'emplois et de filières autour de la transition écologique et handi-solidaire, dont fait partie Solifood West. Un axe autour de la sensibilisation des étudiants au handicap et également pour mettre leurs talents à travers des stages et des projets au service des structures du handicap en France. Et puis un axe sur l'accès citoyen et artistique. Donc sur la droite de cette slide, vous avez quelques chiffres qui caractérisent HTS quelques chiffres qui caractérisent HTS et son implication au profit des structures du handicap en France qu'on appelle les ESAT et les EA. Donc, parmi ces projets qu'HTS mène depuis 5 ans, le projet Solifood West, qui est donc un projet de développement d'une filière de réduction du gaspillage alimentaire pour créer de l'emploi pour les personnes en situation de handicap. Donc, c'est un consortium qui est soutenu par un financement européen, le financement LIFE, qui a été gagné en 2019 et qui est porté donc par HTS en tant que leader, mais qui comprend 5 autres partenaires donc, pour la solidarité qui organise aujourd'hui ce webinaire. Travi qui est aussi présent, je les remercie, qui travaille, donc, qui est une ETA belge, l'Université d'Angers en France, Sésame Service qui est un ESAT dans la région nantaise, et puis Greenov qui sera une structure qui va prendre les aspects commerciaux pour la vente des produits. En termes de constat, je dirais rapidement, puisque le constat a été dressé par Louise tout à l'heure, mais en France, plus spécifiquement, puisque le projet Solifood West, en ce qui concerne HTS, un centre français,
On a 500 000 personnes en situation de handicap qui sont au chômage, 2 fois plus que la moyenne. Et puis, on a 2,3 millions de tonnes de pain, fruits et légumes qui sont jetés par an. Donc ça, c'est un constat. Et de l'autre côté, on a le constat des structures du handicap de type ESAT qui ont besoin d'innover, de développer de nouvelles activités, de renforcer leur rentabilité pour pouvoir continuer leur mission d'insertion des personnes en situation de handicap. Donc, basé sur ce double constat, Solifood West a été créé, qui vise à développer cette filière d'abord française et puis européenne de revalorisation de gaspillage alimentaire pour créer des emplois. Le projet Solifood West vise dans un premier temps à démontrer la faisabilité technique, économique et l'intérêt pour les personnes en situation de handicap de ce genre d'activité. Et pour le démontrer, on vise à porter le dispositif que l'on étudie depuis 5 ans à l'échelle régionale, donc en l'occurrence la région Pays de la Loire. Et ensuite, une fois que c'est démontré, on vise à le disséminer. Alors, en ce qui concerne HTS à l'échelle nationale et en ce qui concerne bien sûr ETA, Travi pour Bruxelles, et puis PLS à l'échelle européenne. Donc, nos ambitions par rapport à ce projet, c'est de sensibiliser à la réduction des déchets. Donc, on a un volet aussi de sensibilisation du grand public à travers les écoles, à travers les cantines scolaires et à travers les GMS, les grandes surfaces que l'on suit. C'est de créer ou de maintenir des emplois pour les personnes en situation de handicap, avec un niveau assez élevé, comme vous pouvez voir, pour chaque site, pour chaque région ou chaque département de production. On a aussi une vocation sociale avec la redistribution de 1% des bénéfices à des ONG du handicap et de l'environnement et de 5% de la production à des ONG de type aide alimentaire et en ce qui concerne la France à des banques alimentaires. On vise à réduire également l'impact carbone et environnemental de toute l'activité, en particulier en travaillant en circuit court. Le gros avantage du projet, c'est que les structures du handicap en France, les ESAT en particulier, plus de 1400 structures, sont très bien localisées aux 4 coins de la France. Et donc, on a une possibilité assez facilement de s'appuyer sur ce réseau pour pouvoir avoir dans chaque ville un ESAT qui est local et qui peut revaloriser des déchets, enfin des invendus locaux, que ce soit des invendus de haute chaîne, on va dire chez les producteurs et les agriculteurs, ou des invendus de transformation qu'on peut retrouver dans les boulangeries, les GMS ou autres industriels. On a aussi pour vocation de mettre en place un véritable reporting intégré. Donc là, c'est l'Université d'Angers qui travaille sur ce sujet-là, avec une personne qui est en thèse, qui travaille aujourd'hui sur ce sujet et ses professeurs. Et l'objectif, c'est de pouvoir avoir un reporting intégré, c'est-à-dire qui met sur le même niveau la partie économique, la partie environnementale et la partie sociale, avec des indicateurs qui mesurent les performances sur ces 3 niveaux et des décisions qui sont prises en fonction des intérêts de ces 3 niveaux-là. Donc le fonctionnement, sur Solifood West, on est principalement sur le pain, les fruits et les légumes invendus. On est aussi en train de regarder d'autres typologies de produits, mais dans un premier temps, c'est vraiment sur ces 3-là qu'on démarre. Avec une collecte du pain, en ce qui concerne le pain, qui est fait soit par nous-mêmes, soit en sous-traitance, soit par La Poste, La Poste qui collecte les boulangeries et qui profite, entre guillemets, de ces tournées de livraison pour collecter le pain qui est assez disséminé, puisque une boulangerie, c'est une quinzaine de kilos de pain invendus par jour, et donc la collecte a un coût important. Là où une GMS, c'est plutôt entre 80 et 100 kilos. En ce qui concerne les fruits et légumes, là pour le coup, on est plutôt sur des plus gros volumes. Donc c'est plutôt la GMS, on le verra un peu plus tard en présentation, à travers de corners anti-gaspi. Mais c'est quand même plutôt globalement les grossistes, les distributeurs et les producteurs. Et là, on collecte soit en propre, soit en faisant et de la même façon appel à des sous-traitants. Ces volumes sont envoyés ou seront envoyés, puisque pour l'instant, c'est le bâtiment central que vous voyez est encore en cours de recherche, vers un bâtiment central, mais on a déjà des productions dans des ESAT au sein de leurs locaux, avec des plus petites quantités liées à leur plus petite disponibilité de locaux et de travailleurs. Et puis, on est en transformation, alors assez classiquement sur les produits qui ont déjà été cités. Sur le pain, on est plutôt sur de la biscuiterie. On fait aussi des fonds de tarte avec ce pain.
après un broyage, on verra un peu plus tard. Et sur les fruits et légumes, on est sur du classique, soupe, confiture, compote, fruits et légumes frais, surgelés et déshydratés. Et les clients en circuit court également, collecte, transformation et revente en circuit court, donc ce qui va être restauration collective, les épiceries en vrac, le e-commerce, on a un site de e-commerce, et puis pour le pain, on a une partie qui est transformée en nourriture animale et qui donc va être transformée à destination de l'industrie du cochon. Donc ça, c'est le projet global. Tout n'est pas encore en place à l'instant T, puisque c'est un projet qui a démarré fin 2019 et qui a pris pas mal l'impact du Covid. Et donc là, je vous présente la cible telle qu'elle sera en place, si tout se passe bien, d'ici l'année prochaine. En termes de donation, donc en 2019, on avait une dizaine de donateurs. En 2024, on en vise une trentaine. Donc vous pouvez voir quelques noms qui sont assez connus, en tout cas en France. Et puis à terme, une fois étendu le projet à l'échelle nationale, puisque là pour le coup notre vocation sur ces slides sont celles d'HTS, donc la vocation est nationale, française, donc d'étendre un maximum ces donateurs, sachant qu'on a une force, c'est que les réseaux de donateurs sont souvent des réseaux nationaux, et donc si on a un accord local et qu'il fonctionne, il est plus facile de l'étendre au niveau national. Au niveau collecte, donc en 2019, on a testé, on a collecté des petits volumes. En 2024, sur un site un département, donc la Loire-Atlantique, on vise à peu près 1100 tonnes revalorisées par an. Et puis ensuite, une fois étendu à une soixantaine de sites en France, on vise des volumes bien plus importants, de l'ordre de 80 000 tonnes. Même si, bien sûr, cette extension nécessitera une phase de validation à la fin du projet ligérien, donc Pays de la Loire, pour pouvoir revalider ces volumes. En termes de transformation, donc, en 2019, on avait une douzaine de travailleurs en situation de handicap qui étaient mobilisés. On avait fabriqué 28 000 cookies. L'année dernière, c'était plus de 90 000. En 2024, on imagine une quarantaine de personnes en situation de handicap qui seraient impactées, en plus des emplois créés de façon directe, donc une partie avec l'intervention des AT et une partie en emploi direct ou l'intervention ou sous forme d'entreprise adaptée. Et puis bien sûr, le potentiel d'extension est très impactant une fois qu'on aura étendu le projet, puisqu'on pourrait envisager plusieurs milliers de personnes en situation de handicap à l'échelle du pays qui pourraient travailler sur ces invendus, ce qui serait la première filière d'utilisation entre guillemets d'invendus et de création d'emplois pour les personnes en situation de handicap. Sur le processus pain, donc on a un processus assez classique, qui se fait par ailleurs et qui a déjà été plus ou moins présenté. Donc sur le pain animal, il s'agit en fait de le broyer, et on revient à une mie, et cette mie est remplacée dans les biscuits ou d'autres produits, remplace la farine en partie. Et puis pour l'alimentation animale, on est sur un déchiquetage, un séchage, et puis un broyage et une granulation pour pouvoir vendre des granulés, soit directement aux agriculteurs éleveurs, soit des coopératives de l'alimentation animale. Sur les fruits et légumes, de la même façon, on est sur quelque chose d'assez classique, donc avec une phase de parage, nettoyage, découpage, et puis ensuite, en fonction des procédés, sur de la confiture, on va être sur du mélange, du broyage, du tamisage, du remplissage et du passage en autoclave, ensuite de la mise en bocal. Sur de la pâtisserie, on va être sur l'utilisation de fruits principalement, mais également de quelques légumes, par exemple de courgettes pour remplacer le beurre dans les pâtisseries. Et puis on a un projet, mais que pour l'instant on n'a pas lancé, sur les fruits et légumes déshydratés, de pouvoir faire ce qu'on appelle des cuirs de fruits et légumes, c'est en gros un bonbon de fruits, 100% fruits. Et puis ensuite, bien sûr, une expédition, une livraison. Donc en termes de commandes, aujourd'hui, on a trois recettes de cookies, et puis on a travaillé sur plusieurs recettes de confiture et de compote. À terme, d'ici 2-3 ans, on sera sur d'autres types de recettes de biscuits,
beaucoup plus de possibilités de confiture de compote, des soupes forcément, des smoothies, et puis, comme je vous disais, des fruits et légumes frais surgelés et déshydratés. Et à terme, bien sûr, comme présentaient les intervenants précédents, une diversité énorme, une possibilité énorme qui fait que ce soit à travers le projet ou à travers d'autres projets, on aura sans doute énormément de nouveautés autour de l'anti-gaspi, qui sera sans doute d'ailleurs, partant de contraintes un peu différentes des industriels classiques, qui seront sans doute une des filières de l'agroalimentaire qui sera les plus innovantes en termes de création de produits. Sur les expéditions, on est globalement en propre, et puis on sous-traitera sans doute une partie d'expédition. Sur la vente, aujourd'hui, on est principalement sur de la restauration collective et des épiceries en vrac. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec ce qu'on faisait hier avec des petits volumes. Et on continuera à privilégier les circuits courts avec les épiceries vrac, les épiceries fines, etc. Beaucoup la restauration collective, puisque l'idée, c'est d'être un peu le maillon entre des producteurs qui ont des fruits et légumes invendus et qui ne peuvent pas les conserver longtemps, et puis la restauration collective qui, elle, en France en tout cas, a des objectifs très forts de développement des filières locales dans les cantines, et qui n'ont pas forcément les fournisseurs qui sont en capacité de faire ces fabrications locales. Et puis la grande distribution, qui est un des clients majeurs, ne serait-ce que parce qu'en France, en tout cas, c'est les principaux volumes de distribution alimentaire passent par la grande distribution encore aujourd'hui. Donc un site global sur une région globale avec plusieurs ESAT, etc., ça peut, d'après nos business models, représenter de l'ordre de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Et puis, bien sûr, après extension, on est sur une filière qui pourrait représenter des volumes très intéressants en termes de chiffre d'affaires. On a créé une marque dédiée pour pouvoir valoriser ces produits. Donc, vous l'avez ici, donc avec deux petits personnages qui représentent un pain et un légume moche. Donc, ça s'appelle Anso et Zédé, Andy Solidaire et Zéro Déchet. Et ces deux personnages sont animés pour pouvoir parler à la fois du côté Andy Solidaire et du côté Zéro Déchet. Et l'idée de cette marque, c'est qu'elle puisse aussi parler aux enfants, parler aux familles de ces produits. On a créé fin d'année dernière la première boutique anti-gaspi et solidaire de France, dans un carrefour à Nantes, sur l'île de Nantes, donc avec l'ADAPI 44, qui est une grosse association du handicap en France et à Nantes en particulier. Et donc cette boutique qui est située dans la galerie commerciale a été ouverte en octobre 2020. Elle a été pas mal impactée par le Covid, mais elle a quand même bien fonctionné, et elle a été reprise depuis le 1er janvier par l'ADAPI en direct. Donc, c'est une boutique dans laquelle on a investi à peu près 20 000 euros et sur lequel on a une vente, une présentation de produits fabriqués qui sont à base d'invendus alimentaires qui proviennent du carrefour tout proche et qui sont transformés dans le carrefour. Donc, on est sur du snacking sucré-salé, et les transformations sont on ne peut plus locales, puisque les travailleurs vont 3 fois par semaine, les après-midi, transformer les invendus du carrefour. Et la boutique les revend. Enfin, pour l'instant, elle est fermée en l'occurrence avec le Covid, mais quand elle va rouvrir d'ici quelques semaines, va revendre ces produits aussi bien sur une offre à emporter que sur une offre snacking pour la restauration le midi et le soir. Et puis, on a également un local dans cette boutique pour pouvoir faire des cours de cuisine anti-gaspi et pour pouvoir sensibiliser. L'avantage de cette boutique, c'est qu'en fait, les vendeurs sont des personnes en situation de handicap de l'ADAPI. Et donc, on a vraiment une sensibilisation non seulement à l'anti-gaspi, mais aussi à l'anti-solidarité et du changement de regard entre grand public et personnes en situation de handicap. Donc, fort de cette première boutique anti-gaspi, on va tester dès le mois prochain des corners anti-gaspi. Donc, c'est un peu le même modèle. Donc, on va le tester dans un Auchan et un Carrefour. Donc, l'idée, c'est de la même façon que des travailleurs en situation de handicap viennent produire dans un supermarché des invendus, à base d'invendus, viennent produire des produits de type biscuits, de type confiture, compote, etc.
en utilisant les locaux inutilisés l'après-midi, puisque les ateliers boulangerie-pâtisserie des supermarchés, les après-midi, tournent à effectif extrêmement réduit. Et donc, ces travailleurs vont venir transformer des produits, des invendus de la GMS dans la GMS, et les produits seront vendus dans la GMS. Donc, on est dans le circuit court le plus court possible. Et l'idée, donc après ces tests qui vont avoir lieu donc, sur 3 mois, à raison de 2 après-midi par semaine, une après-midi dans chacun des 2 supermarchés. L'idée, c'est de le généraliser et donc d'avoir une équipe d'une dizaine de travailleurs qui va travailler chaque après-midi dans une GMS différente. Et sur la base d'une rotation de 5 à 10 GMS, va pouvoir être en fait à plein temps sur la transformation de ces invendus. Et en parallèle de cette production, on a aussi une phase devant les clients de production, en particulier plutôt pour la partie fruits et légumes, et puis une phase d'animation, sensibilisation, l'idée étant de profiter de ces productions pour que le grand public puisse on va dire changer son regard à la fois sur le handicap et sur l'anti-gaspi, goûter les produits, se rendre compte que c'est bon, avoir des accès à des recettes, des idées pour pouvoir faire la même chose chez eux. L'idée de ce projet Corner Anti-Gaspi, une fois, en espérant bien sûr qu'on ait réussi à démontrer à la fois son intérêt environnemental et puis son intérêt pour, on va dire, la vision du grand public autour du handicap. L'idée, c'est de le généraliser et donc de pouvoir assez rapidement l'implanter dans d'autres GMS partout au niveau national, puisque le niveau d'investissement, comme on utilise une partie du bâtiment, les bâtiments et une partie du matériel de la GMS est relativement bas, on parle de 150 000 €. Et donc, si ça convient et si économiquement ça passe par la vente des produits, on pourrait du coup généraliser ce modèle assez rapidement à l'échelle nationale sans investissement trop important. La synthèse de tout ce que je vous ai dit en termes d'ambition d'impact, donc on a 5 ambitions d'impact. À chaque fois, dans ces slides, vous avez la vision sur le pilote à Nantes, alors les pilotes à Nantes, puisqu'on a plusieurs ESAT et les corners, la boutique et l'unité de traitement qui se cumulent. Et ensuite, à chaque fois, dans chaque case, la vision, une fois estimée, une fois qu'on aurait réussi une dissémination à l'échelle nationale française. Donc sur le site pilote, comme je vous le disais, on serait sur 1100 tonnes d'invendus, ce qui représente quand même des beaux volumes en termes d'impact environnemental, puisque plus de 531 000 mètres cubes d'eau, 240 kg de pesticides économisés, plus de 550 tonnes de gaz CO2 et l'équivalent de 88 hectares de terrains agricoles qui seraient ainsi sauvés, entre guillemets, ou en tout cas dont la production serait revalorisée. Donc ça, c'est pour l'impact environnemental, et on voit forcément, quand on multiplie ça à l'échelle à post-dissémination, qu'on peut atteindre des volumes très importants de pain, de fruits, en pourcentage des choses jetées, même si malgré tout, en termes de fruits et légumes, on ne représenterait que de l'ordre de 1% de tout ce qui est jeté en France, donc ça resterait quand même anecdotique, et ça laisse bien sûr la place à beaucoup d'autres possibilités. Des gros volumes d'eau, de pesticides et à peu près l'équivalent de la région de Paris en termes de terrain agricole qui serait ainsi, dont la production serait ainsi sauvegardée. L'impact sur l'emploi, donc on en a déjà parlé, l'idée, c'est de pouvoir avoir vraiment un très gros impact sur l'emploi des personnes en situation de handicap, mais aussi sur des personnes éloignées de l'emploi à travers des postes de type logistique ou autre. L'impact économique, on vise non seulement un projet viable, mais un projet légèrement rentable pour pouvoir être déployé. L'impact social, donc on en a parlé avec une partie de la production redistribuée à des banques alimentaires et puis une partie des bénéfices, quand il y en aura, redistribués à des ONG. Et puis vraiment l'impact sociétal avec la transformation et la modification du regard, la réduction des préjugés, à la fois sur le handicap et à la fois sur la qualité des productions des personnes en situation de handicap, puisqu'on a fait des études de marché qui montrent qu'il y a encore beaucoup à faire sur la vision du handicap et des produits handifabriqués auprès du grand public. Et puis à la fois sur le gaspillage, où on souhaite, à travers les sensibilisations en école
et en cantine scolaire et chez les industriels et distributeurs, à les inciter aussi à réduire leurs déchets indépendamment de notre projet. Les bénéfices, donc c'est un projet qui sera bon pour la famille, avec l'accès à des produits sains, des produits plaisir, des produits de qualité. Bon pour la société, hein, donc aussi bien du côté handicap, du côté local et du côté, on va dire, social de répartition des productions et des bénéfices. Et puis bon pour la planète, à la fois du point de vue de l'anti-gaspi, d'un point de vue du circuit court, et puis d'un point de vue de la sensibilisation des gens qui seront aussi sensibilisés pour agir chez eux avec leurs propres invendus, leurs propres frigos pour les particuliers, et puis avec les invendus des supermarchés, etc., pour les acteurs avec lesquels on travaillera. Aujourd'hui, donc, sur ce projet, on a plusieurs partenaires, hein, donc on est bien sûr financé par le LIFE, mais on a un réseau très actif de partenaires plutôt privés, hein, donc vous en connaissez sans doute plusieurs de la liste, avec entre autres, pour n'en citer qu'un, ou que quelques-uns, la Fondation Carrefour, la Fondation Nina et Daniel Carasso, et puis AG2R La Mondiale, hein, qui sont nos plus grands financeurs en dehors du LIFE. Et puis à l'instant T, donc on travaille avec plusieurs ESAT, hein, donc c'est un service qui est partenaire du projet, mais également des ESAT qui ne sont pas partenaires mais qui travaillent avec nous, donc l'ESAT de Joncheret, l'atelier de la Chaudière et puis plusieurs ESAT de l'ADAPI 44. Voilà en ce qui concerne la présentation du projet. Donc je pense que la séquence de questions est un peu plus tard, et du coup je passe la main à Théo Burati, qui va vous parler du réseau européen Solifood Waste, pour fédérer entre guillemets les acteurs qui seraient intéressés par ce type d'activité anti-solidaire et anti-gaspi. Merci beaucoup et à tout à l'heure pour les questions. Merci beaucoup Damien pour cette présentation du beau projet Solifood Waste. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter ce qui nous réunit, c'est-à-dire le lancement du réseau européen Solifood Waste, des acteurs et des actrices qui s'engagent pour une économie qui est à la fois circulaire et durable, mais également inclusive. Pour me présenter en deux mots, je m'appelle Théo Burati, je suis chargé de projet chez Pour la Solidarité et j'ai participé notamment avec HTS à la création de cette plateforme, de ce réseau, donc on est ravi de vous présenter aujourd'hui. Je vais tout de suite essayer de vous partager mon écran. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Je l'espère en tout cas. Donc, comme vous l'aurez compris, le projet Solifood Waste et la création de ce réseau, ils sont issus d'un double constat. On l'a largement dit, mais d'un côté, il part du constat que le gaspillage alimentaire en Europe, c'est un paradoxe moral auquel il faut absolument apporter des réponses. L'Union européenne gaspille près de 20% de sa production alimentaire, ce qui est absolument gigantesque, alors même qu'il y a 55 millions d'habitants, soit près de 10% de sa population, qui n'ont pas la possibilité de s'offrir un repas de qualité un jour sur deux. Donc c'est un paradoxe moral auquel il faut répondre, mais c'est aussi une réelle problématique écologique. Et si l'Union européenne, elle veut atteindre en 2050 la neutralité carbone, comme ça a été annoncé par la nouvelle commission dans le Green Deal, le désormais célèbre Green Deal, il est essentiel de développer et d'accompagner le développement de l'économie circulaire, d'apprendre à générer moins de gaspillage alimentaire et également d'innover dans des activités de valorisation circulaire des invendus alimentaires. Donc en fait, il est nécessaire d'opérer le passage d'une économie qui est dite linéaire, qui produit, consomme, jette et gaspille, à une économie qui est dite circulaire et qui vise à mieux et plus produire avec ce qui existe déjà. D'un autre côté, le deuxième constat, le projet Solifood Waste et le réseau européen, ils partent du constat qu'il y a près de 100 millions de personnes qui sont en situation de handicap et que ces personnes, encore aujourd'hui, elles font face à des discriminations, à des obstacles qui limitent leur pleine intégration à la société et notamment au marché du travail. Et que les structures spécialisées qui emploient les personnes en situation de handicap, donc que ce soit les ESAT en France, les entreprises adaptées ou les ETA en Belgique, elles font face à une concurrence qui est accrue et qu'il est nécessaire de développer de nouvelles activités économiques, de créer de nouveaux débouchés pour garantir l'inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap.
Donc la création de ce réseau, elle témoigne d'une réelle volonté d'action et de changement. Ce réseau, il n'est pas créé pour faire du grabuge, il n'est pas créé pour faire du bruit, mais il souhaite créer une réelle communauté de pratiques et une réelle communauté d'intérêt autour de ces deux enjeux. Donc notre ambition, c'est que ce réseau il devienne une pierre angulaire qui, en offrant un lieu de partage, un lieu de rencontre, permette de favoriser à la fois le développement d'activités économiques de valorisation d'invendus, mais également de promouvoir l'emploi des personnes en situation de handicap dans ces activités. Donc ce réseau, comme je le disais, il a l'ambition de devenir un espace de discussion, un lieu d'échange central pour les acteurs et les actrices qui sont à la fois socialement mais aussi écologiquement engagés. Donc il veut permettre, promouvoir, favoriser la rencontre entre tous les acteurs et actrices qui sont engagés sur ces problématiques, sur ces enjeux, pour apprendre de l'expérience de ses pairs. Donc ce réseau, il veut susciter le partage, il veut promouvoir le débat et les échanges de bonnes pratiques. Il a également comme ambition de devenir une source d'inspiration pour les structures qui souhaiteraient devenir actrices dans cette économie circulaire et inclusive pour trouver des exemples inspirants. Et donc nous, on est persuadés que c'est par la mise en commun de nos expériences, de nos expertises, de nos informations, qu'on parviendra à favoriser le développement de ces activités économiques, circulaires, inclusives, et donc à lutter contre le gaspillage et pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Alors pour aller tout de suite dans les termes plus techniques, en pratique, le réseau Solifood Waste, qu'est-ce que c'est? Le réseau Solifood Waste, c'est une plateforme en ligne qui est disponible après inscription sur le site internet du projet européen Solifood Waste. Donc c'est directement sur le site, c'est intégré au site du projet Solifood Waste. Et sur cette plateforme, on a conçu 4 outils qui vont permettre d'atteindre les objectifs que j'ai cités du coup précédemment. Donc on a tout d'abord créé un annuaire. Cet annuaire, il va promouvoir la rencontre entre les pairs. Donc une fois qu'il y a une inscription sur ce réseau, mes informations personnelles comme mon nom, mon prénom, ma fonction et par exemple le projet que je porte, elles vont apparaître sur cet annuaire, ce qui va permettre à d'autres structures, d'autres acteurs et d'autres actrices de prendre contact avec moi pour échanger à ce sujet. Donc ce réseau comme cet annuaire, il promeut l'entraide, le partage et la rencontre. Le deuxième outil qu'on a créé, c'est un espace blog. Cet espace blog, il va permettre à chacun et chacune de publier des informations, des articles, des actualités qui lui semblent pertinentes, utiles et qui pourraient intéresser et inspirer ses homologues européens. Donc, on pourra par exemple publier un article qui décrit l'activité économique circulaire novatrice auquel je participe, par exemple. Je pense, pour citer un exemple, à HTS et à l'ESAT Sésame, qui sont tous deux partenaires du projet Solifood Waste, qui conduisent une activité de valorisation des croûtes et des invendus de pain en des cookies qui, paraît-il, sont délicieux, mais que j'ai pas eu l'occasion de goûter jusque-là. Et le fait de communiquer sur cette activité novatrice, ça va permettre d'inspirer les autres structures à travers l'Union européenne. Donc, c'est vraiment un échange de bonnes pratiques et on veut vraiment créer un espace de débat et de rencontre. Le troisième outil qu'on a créé, c'est l'espace forum. Donc cet espace forum, il se veut également être un outil central qui permet de susciter les discussions, les échanges et le partage d'informations et d'expertise entre tous les membres. Imaginons par exemple que je sois à la recherche d'un partenaire dans le cadre d'un projet européen ou simplement d'une information technique ou d'une information légale ou simplement d'un conseil. Je vais pouvoir, grâce à l'espace forum, poser ma question, amorcer un flux de discussion et bénéficier donc de l'expertise de tous les membres qui vont m'apporter leurs connaissances sur cet enjeu. Et enfin, le dernier outil, le quatrième, c'est un espace de documentation. Cet espace, il va permettre à chacun des membres donc d'uploader de la documentation qui lui semble intéressante et pertinente et qui sera à même d'aider au développement de ses activités à travers l'Union européenne. Donc l'objectif, c'est vraiment de créer une bibliothèque d'informations, une bibliothèque de documents, que ceci soit de nature technique, légale ou même des contenus de formation. Par exemple, chez PLS, on est en partenariat avec ARFI sur un autre projet européen et HTS qui s'appelle Circulability, dont Federico a discuté tout à l'heure. Et dans le cadre de ce projet, on va être amené à créer une formation à destination des structures spécialisées dans l'emploi de personnes en situation de handicap pour les aider justement à œuvrer dans la valorisation d'invendus alimentaires. Donc c'est une formation pour apprendre à conduire des activités de valorisation d'invendus alimentaires. Donc
sur cet espace réseau, en plus de poster des actualités sur le blog pour tenir informé des avancées du projet, des événements qu'on organisera, on uploadera aussi tous les documents de travail, toutes les formations qu'on créera dans l'espace documentation pour qu'elles puissent bénéficier au plus grand nombre d'entre nous. Alors, à qui s'adresse ce réseau? Ce réseau, il s'adresse à toutes les structures qui œuvrent ou veulent œuvrer pour une économie circulaire, pour l'anti-gaspillage et pour l'emploi de personnes en situation de handicap. Plus que les structures, ce réseau, il s'adresse également aux citoyens et citoyennes qui sont sensibles et sensibilisés à ces problématiques et qui souhaitent échanger, découvrir, débattre, être informés ou encore être inspirés. Au niveau des langues du réseau, le réseau, il est disponible en version française et en version anglaise, mais bien sûr, vous pouvez poster vos articles et lancer des flux de discussion dans n'importe quelle langue. L'adhésion à ce réseau, elle est conditionnée par l'acceptation et l'adhésion au principe de la charte Solid Food Waste que ma collègue Marie Schuller vous présentera juste après ma présentation. Donc, sans forcément devenir signataire de cette charte, l'adhésion au réseau, elle est quand même soumise à l'engagement moral et à la reconnaissance des principes de la charte qu'on vous présentera juste après. Donc, pour finir, on vous invite bien sûr à vous inscrire à ce réseau et à faire vivre ce réseau européen. Pour rappel, l'espace réseau, il est directement intégré au site web du projet Solid Food Waste. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour toute question ou interrogation. Mais vous en faites pas, suite à cette conférence, on vous enverra un mail récapitulatif où vous pourrez trouver toutes les informations qui vous expliquera le fonctionnement du réseau et comment vous y inscrire. Donc, nous, on est convaincus que ce réseau, par les opportunités qu'il offre de partager, d'échanger, de débattre, d'apprendre de ses pairs, qu'il deviendra un outil puissant qui permettra de favoriser le développement de ces activités qui sont à la fois inclusives, durables et circulaires. Voilà, sans plus tarder, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. J'espère vous retrouver nombreux sur ce réseau et discuter avec chacun et chacune d'entre vous. Et je passe tout de suite la parole à ma collègue Marie Schuller qui va vous présenter la charte du réseau Solid Food Waste pour conclure cet événement. Merci. Bonjour à tous et merci Théo pour cette parfaite transition. Donc juste pour aussi un petit peu conclure tout ce qui a été dit aujourd'hui. Donc voilà, vous l'avez compris et on le sait, le modèle alimentaire actuel, il est absurde, il est injuste car il ne respecte en fait ni l'homme ni les ressources de la planète. On vous en a présenté plusieurs durant cette matinée. Les chiffres sont alarmants et c'est une évidence. Changer de modèle alimentaire est clairement un levier d'action de premier plan pour répondre à l'urgence climatique que plus personne ne peut nier aujourd'hui. Et pour accompagner et encadrer la question de la transition alimentaire, clairement, le concept de développement durable et donc celui de l'alimentation durable qui en dépend est intéressant. Attention, évidemment, il ne faut pas confondre alimentation durable et alimentation biologique, par exemple, puisque là, la durabilité sous-entend vraiment de tenir compte des aspects économiques, écologiques et sociaux. Donc les trois en même temps, et pourtant l'amalgame est souvent fait. Et l'alimentation durable est souvent vue comme étant réservée à certaines classes sociales qui bénéficient d'un pouvoir d'achat suffisant. Et en fait, c'est quelque chose dont on s'est quand même pas mal rendu compte, nous, ici, à Pour la Solidarité, dans le travail quotidien qu'on mène. C'est que souvent, dans les événements qui sont liés à l'alimentation durable, c'est souvent des personnes déjà sensibilisées qui y participent. Et en fait, depuis des années, on réfléchit vraiment à comment rompre avec ces idées reçues sur l'alimentation durable et comment capter d'autres publics. Un peu comme dans le film Ratatouille, pour ceux qui ont la référence, une bonne alimentation doit être accessible à tous et sans discrimination. Et c'est clair qu'aujourd'hui, une bonne alimentation, c'est une alimentation durable. Et c'est vraiment là qu'en tout cas, moi, je trouve la plus-value du projet d'un projet comme Solid Food Waste, puisqu'ici, l'objectif est vraiment de mutualiser les ressources pour rendre l'alimentation durable accessible et surtout pour en faire un réel vecteur d'inclusion sociale. Donc, merci à tous les intervenants de cette matinée qui ont vraiment mis en évidence l'intérêt d'un tel projet et j'espère qu'ils vous ont convaincus autant que moi, je le suis. Donc, merci de nous avoir recontextualisé les enjeux, d'une part de l'économie circulaire, de l'anti-gaspi et de l'importance des circuits courts et d'autre part de l'inclusion des personnes en situation de handicap en Europe, qui sont clairement un public vulnérable et surtout encore bien trop invisibilisé.
Et donc, pour finir, on va vous présenter la charte du réseau Soli Food Waste, donc vraiment un outil qui accompagne le réseau que Théo vient de vous présenter. Donc, pour rappel, même si on l'a déjà pas mal mis en évidence, mais c'est quand même pour ça qu'on est là aujourd'hui, Soli Food Waste vise vraiment à développer une activité économiquement viable pour les entreprises de travail adapté, qui promeut donc l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap, tout en faisant attention aux ressources de la planète, puisque travaillant sur la réduction du gaspillage alimentaire. Donc, on retrouve vraiment dans le projet Soli Food Waste les 3 dimensions du développement durable et de l'alimentation durable. Donc la charte qu'on a imaginée, que pour la solidarité a imaginée avec les autres partenaires, dont HTS qui est ici présent, se présente en 5 grands principes. C'est un engagement moral, mais c'est surtout un moyen de mutualiser les ressources entre organisations et entreprises européennes qui œuvrent vraiment pour un même but, finalement, qu'elles soient basées à Bruxelles, à Marseille ou à Barcelone, partout en Europe. Donc, pour vous présenter les 5 grands principes, le premier, c'est vraiment soutenir directement ou indirectement la mise à l'emploi des personnes en situation de handicap, directement en embauchant sur le terrain des personnes en situation de handicap, ou indirectement, c'est-à-dire en travaillant à la sensibilisation et en promouvant l'insertion socio-professionnelle de ce public vulnérable. Le deuxième grand principe est de comprendre ce que représente le gaspillage alimentaire et sa portée en chiffres et en données qualitatives. Ça, c'est vraiment quelque chose dont on est convaincu, c'est-à-dire que bénéficier de chiffres et de données permet de visibiliser certains enjeux, mais aussi simplement d'avoir des arguments qui justifient nos actions et nos activités. Donc, il y a déjà plusieurs études qui ont été réalisées sur le sujet pendant ces premiers mois de projet. Les chiffres et les études sont disponibles et seront évidemment mis en ligne sur la plateforme du projet et la plateforme du réseau que Théo vous a présenté. Le troisième grand principe, sensibiliser sur ces problématiques au sein de nos organisations, auprès de nos pairs et des parties prenantes, ainsi qu'auprès du grand public. Donc là, l'idée, c'est vraiment aussi de miser sur l'effet boule de neige ou l'effet colibri, c'est-à-dire qu'il faut parler, sensibiliser et que ça permet vraiment de rendre tangibles les enjeux sur lesquels nous travaillons. Et voilà, plus on communique sur ce qu'on fait, plus les enjeux qui sont liés à notre travail quotidien et au vôtre, hein, forcément, seront visibilisés et donc visibles de tous. Le quatrième grand principe est vraiment de diffuser notre savoir-faire et nos bonnes pratiques qui favorisent la valorisation des invendus alimentaires et l'emploi de personnes en situation de handicap. On le sait, vous le savez certainement encore mieux que nous, quand on est acteur sur le terrain, on a souvent la tête dans le guidon. Pourtant, ce qu'on fait et ce que vous faites mérite vraiment d'être mis en évidence pour pouvoir être répliqué partout en Europe. Joindre un réseau, ça a cet avantage-là, ça permet d'échanger, d'apprendre des autres, de diffuser son savoir-faire, d'améliorer, voire de diversifier ses propres pratiques. C'est vraiment un apprentissage mutuel et c'est vraiment sur ça qu'on voudrait aussi capitaliser avec cette charte et ce réseau. Et pour terminer, le dernier principe, c'est vraiment œuvrer à la valorisation des invendus alimentaires, notamment au travers de l'emploi de personnes en situation de handicap. C'est le dernier principe de notre charte, mais c'est surtout la conclusion des précédents et plus encore l'objectif principal du projet Soli Food Waste, parce que l'objectif du projet est vraiment d'accompagner la transition alimentaire qui n'est plus une option ni pour les hommes ni pour la planète, en proposant des activités qui sont économiquement viables et socialement responsables. Et surtout, on souhaite diffuser un message, c'est-à-dire que l'économie circulaire, et ici donc qu'on veut faire devenir handisolidaire, est pourvoyeuse d'emplois stables et pérennes. En conclusion, par cette charte, ce qu'on vous propose, c'est vraiment de créer du lien entre des personnes qui travaillent pour un même but partout en Europe et de valoriser vos et nos actions qui méritent d'être beaucoup plus mises en lumière parce qu'elles sont simplement inspirantes et nécessaires. Donc voilà, créer du lien, c'est clairement un des leitmotifs ici qu'on a pour la solidarité et nous, on continuera de travailler dans ce sens et on l'espère avec vous. Voilà, merci et j'espère que cette charte vous a convaincu. Eh ben, merci à toutes et à tous pour votre participation à cette conférence qui est désormais terminée. On vous attend nombreux et nombreuses sur le réseau Soli Food Waste.
J'ai hâte de discuter avec vous, j'ai hâte d'échanger et de découvrir vos initiatives, vos projets. Donc, à bientôt sur le réseau et on vous envoie par mail toutes les informations pour l'inscription à ce réseau, toutes les informations techniques. Donc, merci beaucoup pour votre participation et je vous dis à bientôt pour un prochain événement. Bonne journée.